Voilà, je me présente, je m'appelle Wilfried Favre et je suis en troisième année de thèse actuellement au laboratoire de génie électrique de Paris. Ma thèse est cofinancée par Supélec et par l'ADEME. Et mon sujet de thèse porte sur les caractérisations et les modélisations d'une certaine filière de cellules photovoltaïques qui sont les cellules à hétérojonction de silicium. Voilà, donc le plan de l'exposé, ça va être quelques petits rappels sur le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque. Ensuite, je vous présenterai quelques outils de caractérisation que j'ai pu mettre en œuvre pour l'étude vraiment de cette filière. Et enfin, quelques atouts et inconvénients de cette filière en utilisant des techniques de caractérisation un peu plus générales. Donc ça sera la troisième partie. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une cellule photovoltaïque? Alors, vous allez prendre un semi-conducteur d'OPP. Ici, là, j'ai pris l'exemple du silicium cristallin que vous allez doper positivement, donc en injectant dans le réseau cristallin des atomes de bore. À gauche, vous avez le diagramme énergétique, la représentation énergétique donc, du matériau, c'est-à-dire un semi-conducteur est constitué d'une bande de valence, d'une bande de conduction, d'une énergie de gap qui sépare donc ces deux états d'énergie possibles, et un niveau de Fermi qui va correspondre à un niveau au-dessus et en dessous duquel vous avez autant de niveaux possibles d'énergie. Donc pour un matériau dopé positivement, vous avez ce niveau de Fermi qui est non pas au milieu du gap, mais plus proche de la bande de valence. Ce matériau de type P, vous allez le mettre en contact avec un matériau dopé N. Donc ici, j'ai pris l'exemple du même semi-conducteur silicium cristallin dopé négativement avec du phosphore. Et cette fois-ci, le niveau de Fermi, vous pouvez voir qui est représenté par EFN, qui est plus proche de la bande de conduction. Et donc, quand vous les mettez en contact, il y a un équilibre qui se fait et les niveaux de Fermi s'ajustent pour être au même niveau dans le matériau. Et ensuite, vous avez là la formation de la jonction PN. Ensuite, l'intérêt de la cellule, c'est de dire quand on va l'éclairer, ah oui, excusez-moi, il y a l'apparition aussi d'un champ électrique au sein du matériau qui va avoir un rôle très important aussi dans les performances de la cellule. Donc quand vous allez éclairer cette cellule, vous allez générer des paires électrons-trous, c'est-à-dire exciter un électron qui se situe à la bande de valence, qui va aller dans la bande de conduction, comme ceci. C'est un petit peu animé. Hein. Et donc sur le schéma à droite, vous avez les électrons et les trous qui sont symbolisés par des plus et des moins. Hein. Pour l'électron, ce sera le moins. Et donc sous l'effet du champ électrique qui se situe dans le matériau, vous avez une séparation de ces charges qui vont aller regagner chacune leur partie correspondante. Et l'idée, ça va être de les collecter au contact métallique qui seront de part et d'autre de la cellule. Donc voilà pour un peu le plan théorique. Donc vous aurez de cette manière-là converti de l'énergie lumineuse en énergie électrique. Ensuite, dans les faits, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour mesurer les performances d'une cellule photovoltaïque, vous allez mesurer la caractéristique courant-tension de la cellule, c'est-à-dire voir quel courant elle peut délivrer sous une tension particulière. Donc à l'obscurité, vous avez la caractéristique d'une diode, c'est une jonction PN générale, et dès que vous allez éclairer la cellule, vous allez générer du courant. Donc là, je l'ai varié au fur et à mesure l'éclairement. Donc ici, vous avez l'équivalent 1/4 de soleil, un éclairement lumineux qui correspond à un flux de photons égal à 1/4 de soleil. Au fur et à mesure qu'on augmente l'éclairement, on a plus de courant, donc la courbe se déplace vers le bas. Voilà. Et sous l'équivalent 1 soleil, on va définir les performances de la cellule. Donc on va définir le courant de court-circuit, qui est le courant débité par la cellule quand la tension est nulle à ses bornes, et ensuite la tension de circuit ouvert, qui est la tension aux bornes de la cellule à courant nul. Ensuite, on définit le facteur de forme et la puissance maximale que peut délivrer la cellule sous un soleil. Ça va être le produit entre le courant maximum qu'elle va débiter et la tension qu'elle fournira aussi. Donc on va définir le facteur de forme comme le rapport entre cette puissance maximale et la puissance idéale qu'elle aurait pu débiter si c'était une cellule parfaite. Voilà, donc ça, tout cela nous mène au rendement. Le rendement qui est le rapport entre la puissance max qui sera débitée par la cellule sur la puissance qui est disponible, c'est-à-dire la puissance lumineuse reçue par la cellule. Voilà. Donc à droite, vous aviez le schéma équivalent de la structure. Ici, je vous présente quelques filières un peu générales. Hein. C'est des rendements qui sont publiés tous les 6 mois, qui sont censés être les meilleurs rendements globaux. Alors, j'ai fait une petite erreur ici que j'avais corrigée. Dans les matériaux massifs, la filière CIGS devrait plutôt apparaître dans les couches minces. Hein. Donc on distingue la filière silicium, qui est quand même la plus dominante pour l'instant sur le marché, et la filière couche mince, qui commence à prendre le relais qui commence à être, par exemple, à 30% de production des panneaux sont maintenant faits en couche mince.
Et donc on va en venir aux hétérojonctions de silicium qui vont essayer de combiner un peu les deux filières, c'est-à-dire le matériau massif silicium cristallin et le matériau silicium amorphe hydrogéné, qui est ici, ASIH, pour faire des hétérojonctions de silicium. À droite, l'image, c'est une photographie d'un réacteur plasma dans lequel on va faire croître des couches minces de silicium amorphe, par exemple. Alors, le principe de l'hétérojonction, l'idée de départ, c'était de dire, bon, on a des rendements qui sont plutôt bons sur silicium cristallin, et on va essayer d'utiliser des procédés maintenant de réalisation de la jonction PN à basse température. Au lieu de faire une diffusion gazeuse aux températures alentour de 800 degrés Celsius ou 900 degrés Celsius, on va essayer de déposer une couche mince de 10 nanomètres, ou 15, qui, elle, sera déposée à 200 degrés. Donc voilà le but initial. Donc pour les étapes de fabrication, vous allez prendre un substrat cristallin, donc celui-là qui est issu de la filière de base, et vous allez nettoyer donc, et sur lequel vous allez déposer à l'avant une couche mince de silicium amorphe d'OPP. Donc vous avez votre jonction PN. À l'arrière, vous pouvez aussi déposer une couche mince de silicium amorphe qui sera elle dopée N+, un peu plus que le substrat, pour essayer d'améliorer encore le champ électrique au sein de la structure, pour séparer encore mieux les charges électriques, comme je vous l'ai montré au début. Ensuite, vous allez déposer une couche anti-reflet en face avant, qui va être aussi très conductrice, sur laquelle vous allez déposer des contacts en face avant. Et en face arrière, vous allez déposer aussi une métallisation. Voilà, donc après, on va travailler sur l'absorption des photons dans la cellule, le transport des charges dans tous les matériaux, et notamment à l'interface, et leur collecte donc sur les contacts métalliques. Voilà. On a aussi pu voir que déposer une couche mince de silicium amorphe intrinsèque vraiment très fine directement sur le substrat avant de déposer les couches dopées permettait d'améliorer les rendements et notamment les états d'interface. Donc il y a notamment un rendement record de 23% qui a été publié sur des surfaces qui sont un peu plus grandes que ce que je vous ai présenté au début, c'est-à-dire des surfaces de 100 cm². Donc là, ça devient industriellement viable. Voilà, donc l'exemple de quelques caractérisations que j'ai pu mettre en place moi sur l'étude de ces hétérojonctions-là, c'est de dire on va étudier déjà les couches minces de silicium amorphe. Bon, elles sont très fines, le transport n'est pas très grand dans ces structures-là, mais bon, voilà, on va essayer d'améliorer ces couches minces, notamment les paramètres de fabrication pour essayer d'améliorer ces matériaux-là. Donc la structure de silicium amorphe, ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser, l'hétérojonction, c'est la mise en contact de deux matériaux de gap différents. Le silicium amorphe hydrogéné a un gap plus élevé que le silicium cristallin. Voilà, donc ça c'est d'où l'idée d'hétérojonction aussi. Donc l'échantillon typique de silicium amorphe, c'est une couche mince qu'on va déposer sur du verre, sur lequel on va rajouter en plus des électrodes métalliques. Et on va essayer de mettre en place des expériences qui vont pouvoir nous donner des indications sur l'état de transport des charges possibles dans les matériaux. Donc on a des mesures de conductivité, c'est-à-dire qu'on polarise les électrodes et on va mesurer le courant qui circule entre ces électrodes-là. Vous avez en rouge qui apparaît le courant mesuré à l'obscurité et en vert sous éclairement. Donc on voit qu'il y a un facteur pratiquement 10 entre les mesures à l'éclairement et à l'obscurité, qui met en avant aussi le fait que ce sont des couches photoconductrices. Donc elles pourraient générer aussi des charges, des paires électrons-trous et du courant si le transport était très bon dans ces matériaux-là. On a d'autres techniques, je ne vous donne pas le détail vraiment de l'approche théorique de ces techniques-là, parce que c'est assez compliqué, mais donc on peut remonter aux états vraiment possibles qui sont dans ces matériaux-là. Le silicium amorphe étant un matériau très désordonné, on a aussi beaucoup de recombinaisons, c'est-à-dire le transport va être très mauvais dans ces matériaux-là, et donc l'idée, ça va être de mettre en place des techniques de caractérisation comme celle-ci, d'utiliser des outils de simulation numérique. Alors là, c'est un logiciel qu'on a développé au laboratoire de génie électrique de Paris, et on va essayer de faire correspondre les mesures, d'essayer de décrire correctement la structure par la simulation pour retrouver des résultats numériques très proches des simulations, très proches des mesures expérimentales, excusez-moi. Donc ici l'exemple des deux techniques, voilà, donc on peut faire des feats. Une autre technique sur laquelle j'ai bien pu travailler, moi, c'est une mesure basée sur des mesures, enfin, une technique basée sur des mesures de photoluminescence. C'est-à-dire que le principe est le suivant, vous allez avoir une diode laser ici qui va éclairer un échantillon, qui sera pas contacté. Vous allez donc envoyer la lumière qui sera des photons d'énergie suffisante pour exciter votre matériau. Et au bout d'un certain moment, donc vous allez exciter des électrons de la bande de valence à la bande de conduction, et ces électrons peuvent aussi se recombiner, c'est-à-dire redescendre vers la bande de valence au bout d'un certain temps,
en émettant de la lumière. Donc on a un système optique et électrique derrière qui permet de capter ce flux de photoluminescence issu de l'échantillon. Et donc on peut poser l'échantillon sur des platines de translation aussi pour déterminer des cartographies. Donc ici, sur l'image, une cartographie de photoluminescence qui a été réalisée sur une structure silicium cristallin sur lequel on avait en face avant et en face arrière des couches minces de silicium amorphe symétriques. Et sur les zones claires, on voit des signaux le signal de photoluminescence est beaucoup plus important que sur les zones sombres. C'est un échantillon qu'on avait dégradé volontairement pour essayer de mettre un peu en évidence le fait qu'il y a des zones, que la technique fonctionne bien et permet d'avoir des cartographies très, très bonnes de ces structures. Et l'image dessous, c'est vraiment la même image, c'est le même échantillon qui a été passé à travers une autre technique de caractérisation. Donc ça nous a permis de valider aussi. Donc, ensuite, sur le même banc, on peut aussi ajouter une composante alternative à l'excitation et remonter à des notions qui sont des notions de durée de vie des porteurs. C'est quoi? C'est essayer de mesurer le temps qui s'écoule entre la génération de ces porteurs-là et leur recombinaison. Donc, à travers les mesures des composantes alternatives, on est capable de remonter à cette valeur de durée de vie qui est ici symbolisée par un taux, taux P. Et on peut obtenir aussi des cartographies de cette durée de vie-là sur des cellules, sur différents échantillons. Donc ici, c'est l'exemple d'une cellule à hétérojonction de silicium. Donc l'intérêt de cette manip-là, c'est qu'on peut obtenir des résultats à toutes les étapes de fabrication, aussi bien du wafer jusqu'à la cellule finie. Voilà. Donc je vais vous présenter maintenant des résultats obtenus, les atouts et les inconvénients des cellules à hétérojonction de silicium. Obtenus à travers des techniques un petit peu plus globales qui peuvent s'appliquer à d'autres types de filières. Donc notamment la mesure dont je vous ai parlé au début, qui est la mesure de performance des cellules à travers, en laboratoire, on va simuler le spectre solaire. Donc on a un outil qui nous permet de reproduire le spectre solaire qui est défini, qui est indiqué en bas. Donc on va placer la cellule sous ce flux-là. Et c'est une lampe qui va, à travers différents filtres, on va sélectionner un flux particulier et on va mesurer les performances de la cellule. Donc ici, vous avez les comparaisons de différentes filières. Les cellules uniquement en silicium amorphe, j'en ai ici un exemple, si vous voulez venir voir après, vous pourrez. On va avoir des tensions de circuit ouvert qui sont très importantes. Par contre, des courants qui vont être très faibles du fait que le transport dans ces matériaux-là est très mauvais. Par contre, dans le silicium cristallin qui est symbolisé ici, qui est indiqué en violet-rose, on a des courants très élevés, tandis que les tensions de circuit ouvert ne sont pas forcément très élevées. Donc, avec les hétérojonctions de silicium, la courbe en bleu clair, on va essayer de combiner un peu les deux atouts. Voilà, donc ça permet aussi de mettre en évidence le fait que la filière, elle est aussi intéressante de ce point de vue-là. Et donc, on peut espérer augmenter le courant de court-circuit et la tension de circuit ouvert pour atteindre peut-être les performances du silicium cristallin uniquement et du silicium amorphe peut-être aussi uniquement. Voilà, donc ça c'est des cellules qui ne sont pas forcément très représentatives des meilleures cellules, mais c'est des choses que j'ai pu mesurer moi-même. Une dernière technique, c'est la mesure de réponse spectrale qui va nous permettre de dire, voilà, on va éclairer la cellule avec des photons à une énergie donnée et sur 100 photons que va recevoir la cellule, combien d'électrons est-ce qu'on va produire? Et on va mesurer vraiment aux bornes de ces électrodes-là. Donc ça nous donne un rapport qui est compris entre 0 et 1. Et ici, l'exemple toujours de différentes filières. Alors la cellule qui apparaît en bleu foncé, qui est une homojonction, c'est-à-dire les deux matériaux, la réalisation de la jonction a été faite à haute température, c'est la filière qui donne les meilleurs rendements habituellement. On voit qu'on arrive à obtenir des rendements quantiques, donc c'est-à-dire des taux de création de charge très proches de 1 par rapport au nombre de photons incidents. Et donc, tandis que pour la filière amorphe uniquement, vous allez principalement collecter des charges pour les basses longueurs d'onde. Et l'hétérojonction, qui est un petit peu un mixte des deux filières, eh bien, vous allez voir que si vous ne contrôlez pas correctement la couche mince qui sera l'émetteur en face avant, c'est-à-dire la couche de silicium amorphe dopée positivement à l'avant, par exemple, eh bien, vous risquez d'avoir beaucoup d'absorption dans cette couche mince. Mais cette absorption ne va pas contribuer à la création de charge, va pas contribuer à la collecte de courant, du fait que le transport est très mauvais dans ces couches. Donc il va falloir là encore jouer sur l'optimisation de ces couches minces en face avant, en face arrière, et sur les couches anti-reflet. Donc ici, avec le même setup, on est capable de faire des cartographies. À une longueur d'onde donnée, on va scanner la cellule et voir si on peut avoir des dépôts qui sont homogènes.
sur la structure. Donc ça, pour les industriels, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Donc ici, il y avait une petite phrase concernant les outils de simulation. Il en existe aussi pour simuler des hétérojonctions de silicium. Donc on peut essayer de reproduire ces différentes techniques expérimentales-là par des calculs numériques. Donc en conclusion, en perspective, c'est quels sont les différents points qu'on peut essayer d'améliorer dans les prochaines années sur ces structures-là. Alors, c'est un peu la course au rendement et la course aux faibles coûts de fabrication. Donc, on va commencer par les faibles coûts de fabrication. La structure, vous avez bien vu que c'était basé sur un substrat de silicium cristallin qui est généralement de très bonne qualité. Eh bien, on va essayer d'utiliser des matériaux plus fins pour en diminuer la quantité, ou alors des matériaux d'un petit peu moins bonne qualité. Mais bon, à ce moment-là, on va perdre aussi en rendement. Donc, il faudra aussi jouer sur l'équilibre entre les deux. Ou alors augmenter aussi la surface des wafers de silicium cristallin, puisque là on est basé sur une technique qui fonctionne très bien pour des larges surfaces. Les techniques pour les couches minces, c'est les mêmes que pour les écrans plats, c'est généralement des très très grandes surfaces. Donc on peut imaginer, enfin si on arrivait à fabriquer des wafers de silicium sur grande surface, eh bien on peut espérer obtenir des cellules et donc de cette manière-là, essayer de diminuer encore les coûts de fabrication. D'une autre manière, c'est essayer d'augmenter les rendements des cellules. Alors, c'est améliorer l'entrée des photons dans le matériau, donc via les études des couches anti-reflets. Ensuite, c'est améliorer les transports des charges. Donc, vous avez vu que dans le silicium amorphe, il y a sûrement beaucoup de choses à faire encore, ou alors essayer d'étudier des composites qui permettront d'absorber peut-être aussi bien les photons, mais en plus de les transformer et de permettre aux électrons d'atteindre plus facilement la surface. Ou alors, essayer d'avoir des contacts uniquement face arrière. Donc ça, c'est des structures qui existent actuellement déjà. C'est essayer de supprimer les contacts face avant, qui généralement vont faire perdre peut-être 8% d'absorption de la cellule, du fait que ça couvre une surface et c'est réfléchi. Donc tout mettre en face arrière. Voilà, donc tout ça, ce sont des nouvelles problématiques qui vont nécessiter aussi le développement de nouvelles techniques de caractérisation et d'outils de simulation qui seront vraiment adaptés à cette filière. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà, j'ai mis quelques photos ici. Et si vous voulez voir quelques cellules, n'hésitez pas à venir me voir aujourd'hui, hein. J'en ai pris quelques-unes. Merci.